Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, je trouve. Un classique du développement personnel qui date de 1911. Oui, les 8 piliers de la prospérité de James Allen. Exactement. Et sa thèse centrale, elle est complètement à contre-courant de notre époque. Ah oui, carrément. Pour lui, la vraie prospérité, la réussite qui dure, elle ne vient ni de la ruse ni de la cupidité, mais d'un socle moral en béton. C'est ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement creuser cette idée. C'est quoi ces fameux piliers? Et surtout, est-ce que cette vision, qui a plus d'un siècle, elle tient encore la route? C'est une excellente question. Parce que ce qui rend Allen si particulier, c'est que il ne voit pas la morale comme un truc un peu vague, un ensemble de règles. D'accord. Pour lui, il y a un lien direct, presque physique, entre les lois de la nature et les lois du monde moral. C'est-à-dire? Il dit que si on ignore les principes moraux, on court au désastre. De la même manière qu'un ingénieur qui ignore les lois des mathématiques, son bâtiment va s'effondrer. Ah oui, c'est très concret comme vision. C'est une idée très forte. Pour lui, le monde matériel et le monde mental sont les deux faces d'une même pièce, les deux moitiés d'un même cercle. D'accord, il faut qu'on explore ça. Pour rendre l'idée concrète, il utilise une métaphore que je trouve géniale. Le nid d'oiseau. Voilà, le nid d'oiseau. Il raconte qu'il observe un nid de freux tout en haut d'un arbre secoué par des vents violents. Et le nid ne bouge pas, il tient bon. Alors il se demande pourquoi. Et la réponse est purement mécanique en quelque sorte. C'est ça. L'oiseau, par instinct, a suivi des principes de construction parfaits. Il a bâti le nid sur une forge solide, pas entre deux branches qui pourraient s'écarter. Logique. Et il lui a donné une forme circulaire pour résister à la pression. Oui. Et il pousse l'analogie encore plus loin. Pour Allen, nos vies, nos carrières, nos entreprises, c'est exactement la même chose. Sans ces principes, tout s'écroule à la première tempête. Tout s'écroule. Et c'est là que ça devient vertigineux. Il ne dit pas seulement que la morale est comme les maths. Non, Il affirme que les principes éternels de la moralité sont des truismes mathématiques qui s'appliquent à l'esprit. attendez, je veux être sûre de bien comprendre. Pour lui, l'honnêteté ou l'intégrité, ce ne sont pas les concepts subjectifs. Pas du tout. Ce sont des lois aussi objectives et fiables qu'un angle droit ou un cercle pour un architecte. C'est exactement ça. C'est une idée assez radicale. C'est totalement radical. Ça veut dire que pour construire une vie prospère, qu'il voit comme un temple, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut utiliser les bons matériaux et suivre le bon plan. Et ce plan, ce sont ces 8 piliers moraux. Voilà. Sans eux, on ne construit qu'une cabane fragile, peu importe l'argent ou le pouvoir qu'on y met. D'accord. Alors, construisons ce temple. Commençons par les fondations. Le tout premier pilier, c'est l'énergie. Énergie. Et il ne parle pas juste d'être un bourreau de travail, hein. Il la décrit comme la puissance brute derrière toute réalisation. Et il l'oppose frontalement à la paresse, qu'il déteste. Oui, il a cette citation de la Bible qui est très, très dure, hein. Je voudrais que tu sois ou froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est intense. C'est intense. Mais le point le plus moderne, je trouve, et le plus surprenant, c'est son idée de conservation de l'énergie. Ah oui, Il écrit « Le bruit et la précipitation sont autant d'énergie qui se perd. On est en plein dedans aujourd'hui. totalement. » Il oppose l'homme agité, irritable, qui s'éparpille, à l'homme calme, qui concentre sa puissance. Pour lui, le calme, ce n'est pas de l'inaction, Non, c'est le summum de l'énergie maîtrisée. C'est une critique visionnaire de notre hustle culture, où l'agitation est souvent confondue avec la productivité. c'est fou de lire ça écrit en 1911. On a l'impression qu'il décrit notre culture de la notification permanente. Absolument. Et cette idée de ne pas gaspiller son énergie, ça m'amène directement à son deuxième pilier, l'économie. Mais là encore, on ne parle pas que d'argent, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Pour lui, l'économie, c'est l'art du juste milieu dans la gestion de toutes nos ressources. L'argent, bien sûr, Oui, mais aussi la nourriture, le sommeil, les vêtements et surtout le temps. il nous met en garde à la fois contre le gaspillage et contre l'avarice. Exactement. Une ressource, qu'elle soit matérielle ou mentale, n'a de pouvoir que si elle est utilisée intelligemment. La garder sans jamais s'en servir est aussi utile que de la jeter par les fenêtres. Et sur le temps, il a des idées bien précises. Il conseille de se lever tôt pour penser et planifier. Ah, le fameux conseil qui divise. Oui, j'avoue. Mais au-delà du cliché du Miracle Morning, ce qui est intéressant, c'est son pourquoi. Il ne s'agit pas juste de travailler plus. Non, C'est d'avoir un temps protégé, sans distraction, pour la stratégie pure. C'est une ressource mentale qu'on ne peut pas acheter. je vois. Et il va plus loin.
Il considère les vices comme la colère, l'inquiétude, la jalousie, comme des dépenses imprudentes d'énergie. C'est une fuite dans le réservoir, en fait. Voilà. Chaque mauvaise habitude est une fuite dans notre réservoir de vitalité, une énergie qui n'ira pas vers la construction de notre temple. D'accord. Donc on a la fondation, énergie et économie, qui gère nos ressources internes. C'est ça. Maintenant, il faut monter les murs. Le troisième pilier, c'est l'intégrité. Et là-dessus, il est intraitable. Ah oui, il ne plaisante pas avec ça. Il cite l'écrivain Thomas Carlyle qui dit « Un imposteur fondait une religion, un imposteur ne pourrait même pas construire une maison en briques. C'est un peu extrême, non ? » C'est la question que je me pose. On connaît tous des gens malhonnêtes qui semblent très bien réussir. Oui, à court terme. C'est ça le cœur de sa logique. Il ne dit pas que la malhonnêteté ne peut pas donner de gain. D'accord. Il dit que la structure elle-même est vouée à l'échec. Pour lui, le succès durable, c'est ne pas un coup de chance, c'est un processus presque organique. Qui se construit en étapes faites. Exactement. En 4 étapes. D'abord, une personne intègre gagne la confiance des autres. Logique. Cette confiance lui donne de l'assurance. Cette assurance, jamais trahie, finit par bâtir une solide réputation. Mhm. Et cette réputation, inévitablement, amène le succès. C'est une construction lente mais solide. À l'opposé de l'argent facile qui peut disparaître du jour au lendemain. Tout à fait. Donc l'intégrité, c'est la solidité du mur. C'est un pilier clé. Allons au 6e pilier, la sincérité. Ah, la sincérité. Il a cette image magnifique de sonner juste, to ring true en anglais, comme une pièce de monnaie en métal pur. J'adore cette image. Et ça, c'est une attaque directe contre toute l'industrie du personal branding Oui, et du charisme sur commande qu'on voit aujourd'hui. Allen nous dit « Arrêtez d'apprendre des techniques pour paraître confiant ou sincère. soyez-le vraiment. Soyez-le ». Il est convaincu que les gens sentent instinctivement le faux son chez quelqu'un. Le vrai pouvoir, le vrai magnétisme, ce n'est pas une performance. Non, c'est une conséquence. C'est une conséquence de votre intégrité et de votre caractère. C'est radical. C'est totalement radical. Et il dit même que cette sincérité donne une sorte de super-pouvoir. Oui, La capacité de voir clair à travers les faux semblants des autres. c'est une forme de pénétration, de lucidité. C'est un pouvoir silencieux, mais immense. Parce que son argument final, c'est que si on se concentre sur la construction du caractère, les détails techniques des affaires ou de la carrière, ils se règlent d'eux-mêmes. Il découle des principes, en fait. Voilà, ils seront guidés par des principes justes. Il fait cette distinction cruciale entre le corps de la prospérité, L'argent, les biens. c'est ça, l'argent, les maisons, et son esprit. L'esprit, c'est la force morale, l'attitude mentale. Et pour lui, la richesse matérielle sans cet esprit, c'est une malédiction. Il a un exemple très concret pour ça, non? Oui, il dit qu'un homme malheureux, anxieux et malade, avec 10 000 livres de revenus par an, Ce qui était une somme colossale à l'époque. il n'est pas prospère, il est pauvre. C'est une redéfinition complète du mot. C'est une redéfinition totale. La vraie prospérité pour Allen est holistique. Elle inclut la santé, la paix de l'esprit, le bonheur. Les possessions matérielles ne sont que des outils. Et la vraie richesse, c'est de savoir s'en servir. C'est la capacité à les utiliser avec sagesse et joie. Et cette capacité vient de l'intérieur, des piliers qu'on a construits. Cette analyse nous laisse avec une pensée assez Ce livre a été écrit en 1911 dans un monde industriel qui nous semble très lointain. très lointain, oui. L'âge et le gain rapide semblent souvent l'emporter sur la substance. C'est le moins qu'on puisse dire. Et la question qu'on peut se poser est la suivante. Lequel de ces 8 piliers, énergie, économie, intégrité, système, sympathie, sincérité, impartialité et confiance en soi, serait aujourd'hui le plus difficile à construire? Bonne question. Mais aussi, peut-être, le plus essentiel pour atteindre une prospérité qui ne soit pas seulement matérielle, mais véritablement humaine.